Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible! Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je vis là? Je coupe, je reviens. Aujourd'hui, on est en décembre 2024 et dans ce vlog, on va voir comment The Big Lebowski nous permet de comprendre la différence entre objectif et subjectif. C'est parti. The Big Lebowski est un film qui a été capital dans ma construction intellectuelle. Quand je l'ai vu pour la première fois, il y a presque 10 ans, je pensais quand je finissais une histoire que si elle m'avait plu, c'est parce qu'elle était bonne, si elle m'avait laissé froid, c'est que globalement j'avais pas tout compris, et que si elle m'avait pas plu, c'est qu'elle était pas bonne. En gros, je me basais uniquement sur mon ressenti, attitude encouragée par mon entourage de l'époque. On doit pas dire c'est nul, on doit dire je n'aime pas. C'est le fameux c'est ton opinion ou le chacun sa vérité que vous avez probablement déjà entendu quand vous donnez un avis un peu abrupt. Et alors que ça aurait pu durer comme ça pendant des années, j'ai vu ce film qui allait chambouler définitivement ma façon d'aborder les œuvres de Big Lebowski des frères Coen. Pour la première fois, alors que je voyais le générique dérouler sur l'écran, je savais que j'avais vu une œuvre objectivement bonne et que je l'avais détestée. Dans ce vlog qui sera un diptyque, on va d'abord résumer The Big Lebowski de façon un peu détaillée et ensuite dans la deuxième partie, l'analyser pour comprendre ce qu'il fait, comment il s'y prend, pourquoi je le déteste et surtout ce qu'on peut en tirer. Comme on l'a rapidement évoqué dans ma vidéo consacrée au petit chaperon rouge, la mise en place, c'est le moment d'une œuvre qui donne le ton, le code, en un mot, le style d'une œuvre. C'est cette partie-là qui fait un marché avec nous. À partir d'ici, le spectateur suspend son incrédulité, il accepte des événements qui sont invraisemblables dans la vraie vie, mais vraisemblables dans l'univers de l'histoire. Par exemple, dans Star Wars, quand on commence par le célèbre carton « Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine », c'est globalement pour situer le récit, mais c'est surtout pour nous dire les règles de cet univers ne sont pas celles d'une autre, elles obéissent à d'autres, et donc des choses curieuses dans la vraie vie sont logiques dans cet univers-là. C'est ce qui fait que quand on nous parle de Jedi, de Force ou de tirs orbitaux qui explosent des planètes entières, on ne se dit pas « mais voyons, ce n'est pas logique, mais moi j'y allons-y quoi ». Tout cela, bien sûr, si l'œuvre respecte ses codes jusqu'au bout. Si subitement, à la fin de Star Wars 4, pour exploser l'étoile de la mort, on mettait une très grosse banane dans le conduit, ça nous paraîtrait étrange. Alors que si c'était dans une parodie, on se dirait que ce n'est qu'un gag de plus. Qu'il passe le désert au peigne fin d'un bout à l'autre. Revenons maintenant à The Big Lebowski et voyons quel pacte le film passe avec nous. La séquence d'introduction nous montre un ballot de paille quittant le désert pour rejoindre successivement la ville de Los Angeles, puis une plage sur la chanson Tumbling Tumbleweed, tandis qu'une voix rocailleuse nous introduit à l'histoire. Tout dans cette séquence nous évoque le commencement d'un western glorieux. Le désert, le ballot de paille, qui à lui seul appelle l'univers du western, la chanson, la voix off. On s'attend donc à voir le récit d'un personnage héroïque, un cow-boy solitaire ou un équivalent, qui va donc se balader de lieu en lieu et résoudre des problèmes avant de partir dans le soleil couchant. Apprêtez-vous à être déçus. En effet, deux éléments nous préviennent que ces attentes seront trompées. Premièrement, le sujet central de cette séquence, qui symbolise le protagoniste du film, est un ballot de paille. Si on avait voulu nous faire deviner un personnage triomphal, glorieux, on aurait figuré un pigargue. Un personnage entreprenant qui amène le progrès, un cheminot sur un chemin de fer, un personnage mauvais, machiavélique, un scorpion ou un vautour. Non, ici, c'est simplement un ballot de paille. Soit l'élément le plus insignifiant dans un western, celui qui passe derrière les héros quand ils font un duel, un déchet végétal qui traverse le cadre et qu'on oublie juste après. Deuxièmement, la voix off qui nous introduit le personnage principal, le dude, dont j'ai jamais compris pourquoi il l'appelle le duc et pas le gars en français. Vu la qualité approximative de la VS, ça aurait choqué personne. Moi je suis le duc. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. I'm the dude. So that's what you call me. Je suis juste le gars. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. Mais nous nous égarons. Voix off donc qui nous présente le dude, personnage présenté comme le plus grand fainéant qui soit, qu'on voit en peignoir sandales acheter une brique de lait avec un chèque, tandis que la voix off se perd dans une explication qu'elle ne finira jamais. En 3 minutes, le film nous dit en gros « Je vais vous raconter glorieusement l'histoire d'un type qui n'intéresse personne, et ça n'ira nulle part ». L'euphémisme du siècle. A partir d'ici, pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés, je vous invite à laisser un pouce, à vous abonner, activer la cloche, à partager la vidéo et à revenir commenter quand vous aurez vu le film. Maintenant qu'on est entre gens sérieux, Comme d'habitude, hein. résumons l'histoire de The Big Lebowski. Après avoir fini son achat, le dude rentre chez lui où des inconnus l'attendent. Ils lui tombent dessus, lui font faire du waterboarding dans ses toilettes et tentent de lui faire dire où il aurait caché de l'argent appartenant à un certain Jackie Treehorn. Ta femme doit de l'argent à Jackie Treehorn, donc tu dois de l'argent à Jackie Treehorn. Après avoir bu la tasse, le dude parvient à faire comprendre qu'il y a eu erreur sur la personne. Les agresseurs ont confondu Jeffrey, le dude Lebowski, avec celui qu'ils recherchent, aussi nommé Jeffrey Lebowski. De rage, l'un des malfrats pisse sur le tapis du dude et les deux agresseurs finissent par s'en aller. Plus tard, le dude raconte sa mésaventure à ses amis. Donnie, un grand timide particulièrement doué au bowling, seul hobby et occupation du dude, et Walter, une caricature d'américain bas du front, qui pousse le dude à réclamer un dédommagement pour son tapis au Jeffrey Lebowski visé par les agresseurs.
Le Dude aura-t-il fait quoi que ce soit pour son tapis sur cette intervention? Nous ne le saurons pas. Mais j'ai peu de doutes à ce sujet. Toujours est-il que le Dude se rend chez son homonyme, le Big Lebowski qui donne son titre au film, un richissime philanthrope veuf en fauteuil roulant qui écoule ses jours dans un immense manoir entouré de son assistant Brandt et de sa seconde épouse, Bunny Lebowski. Le Dude rencontre le grand Lebowski, apprend que celui-ci gère une importante fondation d'aide aux enfants, mais n'y prête que peu d'attention. C'est au sujet d'un tapis qui allait très bien dans la pièce où je l'avais installé. Alors qu'il s'entretient avec le grand Lebowski, le Dude lui demande de lui payer un nouveau tapis, ce que son homonyme refuse, arguant qu'il n'y est pour rien. C'est pas faux. Le Dude quitte alors son bureau et décide de mentir ouvertement à Brandt, prétendant qu'il a l'autorisation de son patron d'emporter le tapis de son choix. Alors qu'il se dirige vers la sortie, il fait la rencontre de Bunny Lebowski, femme arriviste et adultère dont l'amant présumé est en train de comater dans la piscine. Il se fout de tout. C'est un nihiliste. Bunny, tapinant sans vergogne, propose ses faveurs au Dude, ce que celui-ci est prêt à accepter s'il trouvait un distributeur de billets à proximité qu'il ne trouvera pas. Une séquence superflue de bowling plus tard, le Dude est contacté par Brandt qui lui annonce que Bunny a été kidnappé et que le grand Lebowski, qui lui en veut manifestement pas de l'avoir volé, a une offre à lui faire. Conduit au manoir par Brandt, le Dude a un entretien personnel avec le grand Lebowski qui se confie à lui tandis que le Dude fume un pétard. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Avant que Brandt ne prenne leur lait. Ce dernier raconte alors que des ennemis du grand Lebowski, probablement les mêmes qui ont dérouillé le Dude en début de film, ont enlevé Bunny et réclament une rançon que le Dude sera chargé de remettre au kidnappeur quand il recevra l'ordre par téléphone. Une belle somme d'argent est promise au Dude une fois la mission accomplie. Le Dude accepte, se rend au bowling, en parle à ses deux amis, et plus tard, alors qu'il est couché par terre en train d'écouter des bruits de parties de bowling, se fait à nouveau agresser par deux hommes et une femme cette fois, qui le laissent inconscient et lui volent son nouveau tapis. Un rêve étrange plus tard, la sonnerie du téléphone sort le Dude de son état comateux, et un bref entretien lui donne le lieu et l'heure du rendez-vous avec les kidnappeurs. Ils vous rappelleront sur le portable dans une quarantaine de minutes. Une personne, pas plus. Alors qu'il s'y rend seul comme convenu, le Dude est rejoint par Walter, bien décidé à remettre une mallette pleine de linge au ravisseur pour garder l'argent. C'est alors que le téléphone portable sonne. Le Dude, pris de court, fait comprendre malgré lui aux criminels qu'ils sont deux, ce qui pousse les malfrats à changer le déroulement du rendez-vous. Plutôt que de se rencontrer face à face, le Dude devra jeter la mallette au-dessus d'un pont. Walter fait alors encore des siennes, jette la valise de linge par la fenêtre et se lance à l'extérieur avec un Uzi afin de descendre les kidnappeurs. L'initiative tourne à la catastrophe. La voiture du Dude finit dans le décor, tandis que les malfrats, la mallette de linge à la main, s'enfuient, le Dude lancé en vain à leur trousse pour leur remettre la bonne. A few moments later. Alors qu'il joue au bowling pour se changer les idées, le téléphone du Dude recommence à sonner. Celui-ci, devinant un grand Lebowski furieux au bout du fil, refuse de répondre, et la tension monte alors avec Walter, qui change constamment de sujet plutôt que de l'aider à trouver une solution à la situation dans laquelle il vient de le mettre. La dispute les amène à quitter le bowling, et sur le parking de celui-ci, Donnie, Walter et le Dude constatent que sa voiture, qui contient toujours l'argent, a été volée. Rentré chez lui à pied, le Dude, dont le téléphone sonne toujours, appelle la police, espérant qu'elle retrouvera sa voiture. Alors qu'il s'entretient avec deux policiers dans son salon, son téléphone fixe sonne et un message vocal sur son répondeur l'amène à rencontrer celle qui prétend être en possession de son nouveau tapis, Maud Lebowski. Maud se révèle être la fille du grand Lebowski, et comme le Dude, elle semble penser que l'enlèvement de Bunny a été organisé par Bunny elle-même. Elle apprend au Dude que l'intéressé se prostituait pour le producteur de films pornographiques Jackie Treehorn, avec qui elle semble continuer de coucher. Maud a appris l'histoire de la rançon en demandant à son père pourquoi il manquait $1 million sur le compte de la fondation Lebowski, dont elle est l'autre actionnaire, la fameuse fondation d'aide aux enfants. Comme elle ne croit pas à l'enlèvement de Bunny, Maud, qui ne rendra pas le tapis au Dude, propose $100 000 à notre anti-héros s'il accepte de l'aider à récupérer l'argent de la rançon. En gage de sa bonne foi, elle insiste même lourdement pour que le Dude aille gratuitement se faire soigner par un médecin de sa connaissance, au prétexte de la blessure que ses hommes de main lui ont infligée plus tôt. Alors que le Dude se fait ramener chez lui en limousine, le chauffeur le pousse soudain dans un véhicule dans lequel l'attendent Brandt et le grand Lebowski. Celui-ci est furieux. Ça fait plus de 24 heures que le Dude ne répond pas à ses appels, l'argent a disparu, et surtout, il vient de recevoir des ravisseurs un orteil portant le même vernis que Bunny s'appliquait au début du film. Un nouvel orteil sera un orteil de trop. Le soir même, alors qu'il se drogue dans son bain, le Dude reçoit un appel de la police lui annonçant que sa voiture a été retrouvée. Pourtant, il n'a pas le temps de se réjouir que les ravisseurs, parmi eux le baigneur du début connu sous le pseudonyme Karl Lungus, viennent le menacer de le torturer s'il ne leur donne pas rapidement l'argent. Le lendemain, à la fourrière, le Dude récupère sa voiture, dans laquelle la mallette ne se trouve évidemment pas, puis se rend au bowling se confier à ses potes. J'ai surtout envie de garder mes couilles. Pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire? Puis à la voix off du début, c'est de l'autre côté. Non, du tout, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Puis à la voix off du début, qui s'avère être un cow-boy qui l'encourage à ne pas changer, avant de recevoir un coup de fil de Maud, qui lui reproche de ne pas être allé voir le médecin et lui demande de l'argent au plus vite. Pour quelle raison? On ne le saura jamais. Nonobstant, Maud lui fait s'apercevoir que les kidnappeurs, qu'on appellera désormais les nihilistes parce que c'est comme ça qu'ils se définissent, Vous n'y croyez en rien, Lebowski, à rien! et qui sont crédités dans le générique de fin, sont des amis de Bunny.
C'est pour ça qu'elle ne croit pas à l'enlèvement. Maud insiste encore pour que le doute se rende chez le médecin, malgré que la plaie a quasiment disparu, ce qui sera fait dans la scène suivante où Toubib lui fait un examen complet, notamment du bas du corps. Bizarre, bizarre. Puis, sur le chemin du retour, le doute aperçoit une voiture qu'il suit, ce qui l'amène à avoir un accident, un faux raccord, et à trouver finalement une dictée appartenant à un certain Larry Sellers. Après avoir demandé à Walter de le chercher, pourquoi faire la chose par soi-même? Le doute, Walter et Donnie se rendent chez ce dernier et étudient l'étudiant qui ne dessert pas les lèvres. Walter, rapidement excédé, va alors chercher un pied de biche dans le coffre de la voiture du dude et court exploser une voiture de luxe dont ils imaginent que Larry l'a acheté avec l'argent de la rançon, ameutant tout le quartier. Alerté par le bruit, le véritable propriétaire de la voiture déboule, reprend le pied de biche à Walter et, de rage, donne le coup de grâce à celle du dude qui rendra l'âme peu après que celui-ci soit rentré chez lui. À ce moment, le dude, qui n'en peut plus de Walter, décide de prendre seul les choses en main. Enfin! Et pose un piège à l'entrée de la maison, espérant bloquer la porte pour le retour des nihilistes. Évidemment, il le place à l'envers, et les deux agresseurs du début font leur entrée pour emmener le dude chez Jackie Treehorn, qui souhaite le rencontrer. Quand le dude arrive chez lui, Jackie Treehorn admet que lui non plus ne croit pas à l'enlèvement de Bunny, et croire que le dude escroque le grand Lebowski. Jackie Treehorn propose alors au dude 10% de la somme que lui doit Bunny, s'il lui révèle où se trouve l'argent de la rançon, et qu'il possède. Le dude donne le nom et l'adresse de Larry, qu'il croit toujours coupable, mais alors Jackie Treehorn, qui trouve l'idée débile et s'apercevant qu'il n'obtiendra rien de plus du dude, le drogue alors et le fait jeter hors de chez lui par ses hommes de main. Un trip sous acide plus tard, le dude court dans les rues, se fait arrêter, interroger, molester et interdire de séjour à Malibu par la police locale, croise sans le savoir la route de Bunny Lebowski qui se porte comme un charme et possède tous ses orteils, passe la porte de son taudis, se prend les pieds dans la cale qu'il avait installée, s'écroule glorieusement au sol, et n'a pas le temps de s'apercevoir que l'appartement est sans dessus dessous que Maud apparaît, se dénude et invite à faire l'amour avec lui. Un très court cut plus tard, le coup a dû partir tout seul, Maud et le dude discutent au lit de son passé, puis de l'affaire. Notre anti-héros apprend de son amante que le grand Lebowski n'est pas l'homme de pouvoir qu'il semble être. En effet, l'argent de la famille provient de la fortune de sa première femme, la mère de Maud. Le grand Lebowski a bien sûr voulu s'illustrer, mais s'est révélé un très mauvais gestionnaire, raison pour laquelle Maud, unique héritière de sa mère, lui verse une pension et le laisse parfois s'occuper de quelques fondations, dont celle des 2 enfants. Pendant ces révélations, Maud se contentionne dans tous les sens, ce qui intrigue le dude. Tu fais du yoga? Ça augmente les chances de conception. Oui, parce que bon, vous comprenez, faire l'amour, avoir un enfant... Il dit qu'il voit pas le rapport. Que notre modèle se rassure, Maud n'a aucune intention de l'impliquer. C'est même pour ça qu'elle l'a choisi. J'ai toujours voulu que le père de mon enfant soit quelqu'un que je ne sois pas du tout obligé de fréquenter et qui ne tienne pas à l'élever. Oh, alors le médecin, c'était... Exactement. Revenons donc à leurs affaires d'enlèvement et de rançon, le dude a soudain une illumination. Puisque sa fortune ne lui appartient pas, le grand Lebowski a probablement profité de la disparition de Bunny pour l'engager afin de détourner $1 million de la fondation d'aide aux enfants à ses fins personnelles. Mais pourquoi ce détournement alors que le grand Lebowski ne manque manifestement pas d'argent grâce aux pensions de sa fille? Oh, on s'en fout. Alors que le dude se rend à l'extérieur de chez lui pour attendre Walter qu'il vient d'appeler pour se rendre chez le grand Lebowski, il remarque au coin de sa rue une voiture bleue qu'il avait déjà remarquée dans la scène au faux raccord. Décidant d'intervenir, « Oh mon vieux, je suis tellement fier de toi !» Pardon, je m'emballe. Il en fait sortir son conducteur qui se révèle un détective privé engagé par les parents de Bunny qui espère la faire revenir à la ferme familiale que la jeune femme a manifestement quittée sur un coup de tête. Walter arrive alors dans sa camionnette et les deux comparses s'en vont chez le grand Lebowski tandis qu'une scène de coupe sauvage nous montre le groupe des nihilistes, Karl Angus en tête, attablé dans un diner avec une jeune femme de leur groupe à qui il manque un orteil. Mais pourquoi nous montrer ça alors qu'on sait qu'ils n'ont pas enlevé Bunny depuis la scène de la voiture? Pour nous dire qu'ils veulent l'argent de la rançon? On sait déjà depuis la scène du bain ça, et si c'était ni les sbires de Maud ni ceux de Jackie Treehorn sous le pont, c'était forcément eux et... Gardez ça en tête, j'y reviendrai. Sur le trajet, le dude expose sa théorie à Walter, puis ils arrivent chez le grand Lebowski où Bunny vient de se garer. Le dude et Walter confrontent le grand Lebowski. On sait que la fameuse mallette était vide. On a compris que vous êtes 1000 millions dans la poche, figurez-vous. Ça, c'est votre version. Mais ce dernier n'est pas d'accord. La mienne est que je vous avais confié $1 million que vous avez volé. Qui a raison? On ne le saura jamais. Même si personnellement j'ai tendance à croire le grand Lebowski, sans quoi la recherche de Bunny n'a plus aucun sens. Là-dessus, Walter s'échauffe, se persuade que le grand Lebowski n'est pas paraplégique, le jette à bas de son fauteuil. Arthur! Et de cet incident, on ne reparlera plus jamais. Je m'attendais au moins à un dépôt de plainte ou à une arrestation puisqu'ils ont agressé un handicapé chez lui. Mais non. Bon allez, maintenant l'intrigue est bouclée, on va peut-être avoir la fin du film. Ah non, retour au bowling. Bowling où Donnie rate un strike pour la première fois depuis le début du film. Serait-ce l'annonce d'un malheur à venir? Alors que les 3 amis arrivent sur le parking, ils y retrouvent les nihilistes armés qui viennent de mettre le feu à ce qui restait de la voiture du dude. Mais attends, elle était pas censée être défoncée sa voiture? Les nihilistes réclament l'argent de la rançon, le dude explique qu'ils ne l'ont pas et pourquoi. C'est alors que les nihilistes demandent l'argent que le groupe a sur lui, que Walter refuse, que le ton monte et qu'une bagarre éclate. Tu allonges la monnaie! Viens la chercher. Malgré leur armement, les nihilistes sont vaincus, mais pas le temps de crier victoire qu'il faut appeler des secours, car Donnie, qui ne s'est pas battu, fait une crise cardiaque qui l'emporte. Bouge pas, mon Donnie. Ça va aller. L'hélico va venir te récupérer. Après un xème fondu au noir, on retrouve Walter et le dude dans une agence de pompes funèbres.
Évidemment, les deux zigotos n'ont pas l'argent pour payer l'urne funéraire de Donnie. Aussi vont-ils recueillir les cendres dans une boîte de café achetée au supermarché du coin avant de se rendre au bord de l'océan. Walter fait un discours aussi maladroit que solennel avant de répandre les cendres qu'un coup de vent va envoyer à sa figure et celle du dude. Celui-ci explose mollement, mais sa colère retombe bien vite quand Walter lui propose d'oublier tout ça en allant jouer au bowling, évidemment. Bowling dans lequel nous retournons immédiatement après pour voir le dude commander 2 bières au comptoir, discuter avec le cowboy voix off. On a fait rouler avec des hauts et des bas. Pardon? Allez, on reste concentré, c'est bientôt la fin, mais gardez ça en tête, j'y reviendrai. Le dude retourne à sa piste, nous laissant en tête à tête avec le cowboy qui conclut le film avec un énième discours qui ne va nulle part, laissant place au crédit, qui s'ouvre avec les personnages qui n'ont eu aucun impact sur l'histoire, et c'est la fin. Et ben c'était encore pire que dans mes souvenirs. On va maintenant pouvoir passer à la partie analyse, mais je vais d'abord aller me réchauffer, il fait vraiment trop froid. A tout de suite.